Alors, exercice pratique 75%. Donc, discussion de groupe 50%, ça marche pas trop mal. Démonstration 30%, quand vous démontrez quelque chose au tableau. L'audiovisuel seulement 20%. La lecture 10%. Mais là vraiment, je veux dire, ça développe d'autres facultés, il ne faut pas se fier aux chiffres. La lecture développe d'autres facultés, là on a affaire à la mémoire. Mémoire, concentration. Et l'enseignement magistral, si vous suivez un cours, par exemple, à la fac, et là, M. Bourras pourra vous le dire, parce qu'il a fait un cours sur le journalisme, je ne sais plus où, personne n'écoute. 5%. C'est pas utile d'y aller. Personne n'écoute. Ça y allait pas souvent. Et voilà, il m'a répondu clairement, ils sont tous devant leur portable, personne n'écoute. Et c'est pas le premier à me le dire. C'est une stat d'aujourd'hui. Si on faisait une stat il y a 50 ans, c'était différent. C'était différent. Bah oui, on évolue, enfin on évolue ou on involue, je ne sais pas. Oh, mais ça c'est vrai. Donc aujourd'hui, par exemple, avec la discussion que j'avais eue avec M. Bourras sur le journalisme, aujourd'hui vous avez des bac plus 5, bac plus 8 qui arrivent, qui ne sont pas fichus de faire une phrase sans faute d'orthographe, c'est un massacre. Donc, ils veulent se faire embaucher comme journalistes, et bien souvent ils se font retoquer à cause de ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, M. Bourras le disait, c'est devenu un fléau ce problème. Donc l'ordinateur ne peut pas tout mettre en correction automatique. Vous avez de la grammaire, vous avez plein de choses différentes. Il y a même des fois où je reçois des mails où j'ai du mal à comprendre. Parce qu'il y a des fautes. Donc moi j'ai tendance à penser que les personnes qui ont passé le certificat d'études, c'est du solide. Parce que même des années après, il y a des beaux restes. Et les restes, donc il faut voir quelque chose dans l'éducation, à mon avis. Il y a un problème. Il y en a pour plusieurs générations. Si vous faites ça maintenant, tout le monde redouble. On chantait la Marseillaise. Donc il faudrait revenir à l'instruction et surtout laisser du temps, parce que moi je le vois bien avec mon petit gamin en maternelle par exemple, il faut déjà qu'ils apprennent l'alphabet ou écrire les lettres très très tôt, c'est trop tôt, parce que dans le cerveau justement, et ça vous pouvez, enfin j'essaye d'en discuter avec le professeur, les connexions cérébrales ne sont pas prêtes et ne sont pas matures pour accueillir l'orthographe trop tôt. Donc ils acquièrent des savoirs très différents. Et pourtant, vous l'avez arrivé. Oui, on a arrivé. Moi, je l'ai à l'école à 6 ans. Oui, mais je savais plein de choses. Parce que nos parents, ils nous apprenaient plein de choses. Par exemple, les petites comptines qu'on fait à la maternelle. Moi, je me vois danser la capucine avec ma mère, ou faire des choses comme ça. Les parents nous chantaient, on écrivait, on dessinait. Des choses simples, mais qui fonctionnaient bien. Dans les catalogues. Il n'y avait pas la télé, les grands-parents faisaient beaucoup de choses. Mais rien que le mouvement des gamins, le mouvement des poignets pour écrire en cursive, en dessous d'un certain âge, en dessous de 3 ans, c'est très difficile. Mais quand vous voyez les gamins, par exemple dans une cour de récréation, même pas, je crois que c'est plus vieux que ça. En dessous de 4 ans et quelques. Ils lancent comme ça, ils ne savent même pas lancer un truc, ils se posent des questions. Il y a plein de choses qui ne sont pas... Donc si vous voulez, je ne veux pas paraître... C'est vrai que quand j'en discute avec les assistantes sociales de l'inspection académique, elles me disent, mais certains de vos collègues ne sont pas forcément d'accord sur la gravité de la situation. Et puis finalement, quand je les ai revus un mois après, elles m'ont dit si, c'est quand même, c'est objectif. C'est objectif parce qu'on on le voit dans la réalité sur le terrain, c'est vraiment un démantèlement du cerveau. Voilà. Oui, je peux vous dire que je peux pas le dire parce que c'est, comment dire, il y a un droit de réserve là-dessus, je peux bien dire. Mais il y a des cas, et je peux vous dire que ça se généralise, elles ont de plus en plus de mal à travailler, c'est très difficile. Et pourtant, elles y donnent beaucoup de bonne volonté. Il y a vraiment beaucoup de sacrifices dans le travail, beaucoup d'engagement. Alors, donc, il faut valoriser la lecture à voix haute, ça c'est important. Utiliser les couleurs et les schémas, pour une fois on va leur piquer au neuromarketing. Permettre de marmonner, un enfant a besoin de parler pour activer ses zones cérébrales. Permettre de lire debout parce que ça les sécurise surtout devant la classe, ça c'est vraiment important.
assez tôt. Utiliser les caractères gras ou le soulignement des notions importantes. Donc ça permet aussi de lutter contre tous les troubles déficitaires de l'attention. Alors, donc pour ces enfants-là, il faut offrir un support visuel pour l'enseignement des séquences. Moi, je conseille toujours de mettre des images pour ces enfants-là. Il faut beaucoup mettre d'images. Le texte associé. Voilà, oui. Mais dans un premier temps, parce que si vous voulez, il faut les tirer vers le haut. Donc il faut partir de leur niveau. Voilà, et il faut les élever. Parce qu'on a voulu dissocier souvent l'image du texte et puis on a mis la phonétique dans tout ça. Voilà. Donc jumeler l'adulte à un père aidant, ça c'est important. Oui, mais aujourd'hui on manque de moyens, on manque de personnel. Offrir un modèle de réaction approprié face à un problème. Donc peut-être écrit, un support écrit par exemple, vous montrez des schémas simples à des enfants, ou un support simple. Valider les travaux en cours de réalisation, remettre une feuille de route et un plan de travail, ça les sécurise le plan de travail. Bon, ensuite, des petits trucs simples. Questionner l'adulte sur l'utilisation du MP3. Alors ça, en université, ça va aussi, ça. De l'emplacement dans sa classe, de son hygiène de vie. Ça fait partie des conseils que je voulais donner à la radio, puis il ne m'a pas laissé le temps de parler, donc tant pis. Échanger sur des sujets extrascolaires, valoriser tout échange positif, lui demander de trouver des moyens pour augmenter sa concentration, de se trouver des moyens, mais l'enfant ne le fera pas s'il n'est pas accompagné par un adulte. Ça, et valoriser l'utilisation des ressources de la ville. Bon. On n'est pas en ville, pas de bol. Mais vous voyez, là c'est bien, toutes ces choses-là, c'est mignon. Mais il faut quand même du personnel encadrant. Et aujourd'hui, bon, on est là plutôt qu'autre chose, donc c'est vraiment très difficile. Le matériel informatique, non, ça je ne conseille pas du tout. La calculatrice, bien souvent, ça fait de la prolétarisation, de l'appauvrissement cérébral, il faut quand même faire du calcul mental. Donc je ne suis pas d'accord sur tout. Alors, est-ce que vous avez constaté, peut-être dans votre environnement, famille, proches ou amis, que vous avez aussi des connaissances, des enfants peut-être, ou des adultes qui sont victimes de ces pertes attentionnelles? Non, pas tellement ou... Et comment ça se passe alors? Est-ce que quand même il y a une bonne prise en charge ou... Il y a une prise en charge, oui. Oui, donc il y a un réveil par rapport à ça quand même. Hein. Il y a un réveil collectif et je pense que ça peut donner quelque chose de bien, effectivement. Oui, ça progresse. Alors, je voulais vous montrer, je recherche, est-ce que je n'ai rien oublié? Donc quelques études, mais avant j'aimerais quand même... Regardez par exemple, je vais vous remontrer, j'entrecoupe avec quelques vidéos pour vous permettre de... Les chaînes d'information, ça c'est important, les chaînes d'information. Et puis ensuite on repasse au texte après. Plus d'infos, oui. Donc là on vous dit entrez, venez dans notre monde. Ça veut dire quelque part que vous avez de l'importance. Donc on lui donne un côté très solennel, quasiment James Bond. Hein, le 26 août, ITV cesse sa rentrée. Tous les jours de 18h à 19h30, je recevrai des invités au cœur de l'actualité pour des interviews croisées et engagées. Tous les matins, nous serons ensemble de 7h à 10h pour vous faire vivre l'actu comme si vous y étiez. Voilà, je fais une petite pause juste pour vous dire que déjà là on vous fait entrer dans un monde, hein, il y a tout un processus où vous êtes, on valorise par les couleurs, par l'attention, on vous parle directement à travers l'écran, on vous dynamise en quelque sorte, vous êtes quelqu'un d'important. Voilà, on vous fait comprendre que vous êtes quelqu'un d'important. Et là vous rentrez dans une espèce de flux accéléré d'informations. Et c'est vrai qu'à terme, c'est très très épuisant parce que aujourd'hui, la question du savoir, elle est quasiment, comment dire, le savoir, on a du mal à le stabiliser aujourd'hui. Quand vous voyez des choses comme ça, le savoir, il est fluidifié, transformé en information, liquéfié. Et aujourd'hui, vous voyez des grands neuroscientifiques comme Changeux ou d'autres personnes comme ça qui se battent avec leurs collègues parce qu'ils sont en désaccord profond sur les théories à appliquer dans les différentes méthodes de leur métier. Ils se battent parce que le savoir n'est pas stabilisé par des pairs. Donc l'information change sans arrêt. On l'a vu avec le cancer, je ne sais pas si vous avez vu.
Le cancer, maintenant, on prétend que c'est des dispositions très aléatoires, quasiment la roulette russe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette... Alors qu'en France, les professeurs ne sont pas du tout d'accord avec ce point de vue-là. On insiste bien, par exemple, sur les comportements à tenir via la cigarette, via le stress, via... les Américains sortent une dernière étude avec leurs moyens. Bon, tout n'est pas à jeter chez les Américains, il y a du très très bon. Mais ils arrivent, ils balayent tout. Hop, c'est la roulette russe. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la clope, avec l'alcool, ce que vous voulez, c'est pas grave. Nous, on a la preuve par A plus B que ça ne changera rien à votre problème. Cette étude avait été financée en sous-main par des lobbies et des trusts pétroliers. Moi, je m'en doutais un peu. Il y avait une conserlogue française donc, qui avait expliqué un petit peu le financement de cette étude, d'où il venait et par quel groupe de pression il émergeait. Voilà. Donc en fait, c'était les compagnies pétrolières qui vous disaient vous polluer, polluer, ça risque rien. Voilà, ça risque rien. Oui, parce qu'il y a un avantage économique derrière. Quelque part, oui. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais le but, c'est que pour moi, le but, je l'ai compris comme ça, soutenir la consommation. Vous me confirmez le fait que... Et vous voyez, on parlait de la régulation des États. Si les États arrivaient bien à réguler tout ce qu'on appelle le désencastrement du marché, hein, c'est Karl Polanyi qui avait théorisé ça, il ne faut surtout pas désencastrer le marché, il ne faut surtout pas le déréguler, parce que vous voyez des lobbies qui sont plus puissants que des États, qui n'ont même pas le temps de dire « halte là ». Nous, on vient infirmer ou confirmer l'information, ben non, on ne peut plus. Donc il y a un court-circuit qui s'opère, et finalement, on le payera très cher, parce que cette surinformation, elle va nous plonger dans le chaos total. Personne ne sera d'accord. Alors, je continue. Donc voilà, etc. L'imprévisible monde de la Clouseau pour décrypter l'écho. Marie Coleman et ses incontournables lunettes pour l'actu culture. Christophe Barbier et sa célèbre chapeau rouge pour la politique. Sans commentaire, Christophe Barbier. Ah oui, non commentaire. C'est à dire. La matinale info. Voilà, bon, je fais une pause. Tout ça pour vous montrer que, comment dire, on entretient la pulsion. C'est-à-dire, il faut être in, il faut être dans le vent, il faut être dans le mainstream, voilà, le courant dominant. Donc on entretient la pulsion, il faut que ce soit réactif, c'est super dynamisant, c'est une drogue. C'est une drogue. Un autre peut-être. Comment dire, bon ça on a vu les pubs de jeux vidéo. Comment? Ah. Non mais n'hésitez pas. Hein. Là aussi, en parlant de drogue justement, une dernière et puis après j'arrêterai avec ça. Mais oui, le mal. Voilà. Évidemment, ça a de l'effet. Là, on annule la dangerosité de l'alcool à travers le désir, la question du désir qui revient. Comment dire, le fait d'être un mâle. Hein, si on ne boit pas, on n'est pas un mâle. On est une lavette si on ne boit pas. Et puis il y a tout le clanisme, ça revient avec le tribal, le clan, voilà, des choses comme ça. Et puis il y en a bien d'autres. Allez voir sur internet et puis analyser cette question, parce que c'est vraiment intéressant de... Bon, allez, un petit dernier quand même. Bon, écoute, ça va bien. Là, la nourriture. Mais ça en est même ridicule quand on analyse. On est ridicule. Voilà, 13 années 80, comme dans le temps, on est bien heureux. Dans nos restaurants KFC, les recettes sont préparées sur place pour vous offrir de vrais bons moments. KFC, sur vos codes. On passera à la trappe le fait que le poulet est passé dans les acides pour enlever un petit peu tout ce qui est un petit peu moisi, on va dire. Mais surtout, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on nous prend pour des... Voilà. Est-ce qu'on veut les emmener quelque part? Mais on veut nous emmener quelque part, et je pense que ce quelque part s'appelle la bêtise systémique.
c'est-à-dire relative au système, parce qu'il n'y a pas de théorie du complot, c'est le système qui veut ça, il faut tenir le système. Sauf qu'avant, l'individu avait plus d'importance, on avait créé le système pour soutenir la société, et aujourd'hui on soutient le système contre la société. Donc on peut voir des choses comme ça apparaître, et c'est extrêmement délétère. Bon voilà. Je ne sais pas quoi faire. J'ai la pub Coca-Cola, je voulais vous la montrer aussi parce qu'elle est très subtile. Celle-là est très subtile. Là, ils ont sorti les bazookas pour la publicité Coca-Cola. Enfin, les armes lourdes, dans le sens où on ne voit pas arriver la bouteille. Enfin, je pense qu'ils ont joué sur d'autres plans du cerveau. Ce n'est pas les mêmes plans du cerveau. Voilà. Bon, la marque, etc. Mais là, c'était quand même bien pensé au niveau du neuromarketing. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la fameuse pub qui a été minutieusement créée sous IRM, etc. Comme on dit, comme tout le reste d'ailleurs. Celle-ci, elle est particulière. 2010. Pas pour eux, parce qu'ils étaient déjà en pointe. Voilà. Si vous voulez, le grand écart entre l'ancienne société et celle qu'on vit aujourd'hui, ça s'est passé pendant la première décennie des années 2000. Où là, les moyens techniques sont devenus numériques. Donc le numérique a transformé le savoir complètement. Et après 2010, ça s'est stabilisé. Ça a acquis un peu de puissance au niveau du numérique parce que, comme on l'a vu avec les data centers, bon, c'est des ordinateurs très élaborés, mais on peut dire que ça s'est stabilisé en 2010 parce que là, les neurosciences ont vraiment pris pignon sur rue, si vous voulez. Après, la technique était acquise, donc depuis 2010, on voit à peu près les mêmes publicités sans arrêt apparaître, le même profil. Mais cette pub-là, elle est insidieuse parce que finalement, on va dévier sur autre chose le temps que la marque s'imprègne en vous. Voilà, on va dévier sur le côté bien-être, zen. On dévie sur le côté écologie, on a un produit qui est vraiment anti-écologique. Tout à fait. Aussi bien sur la bouteille que le produit lui-même, que je connais bien. Donc on a vraiment bien dévié, on ne doit pas se poser de questions sur le Coca-Cola. On nous fait penser qu'au côté beauté, écologie. Voilà, tout à fait. Et c'est bien pensé, c'est très bien pensé. C'est sûr, parce que la bouteille plastique, c'est une catastrophe. C'était du verre, là, oui, je pense. C'était du verre. Déjà, c'est mieux. Mais on ne parle pas du produit qui est lui-même dedans, avec les on avait le conscient pour passer un message presque subliminal. Là, oui, je le voyais comme ça. Je le vois comme ça. C'est-à-dire très insidieux, très insidieux. Alors, on va terminer cette conférence parce que je sais qu'après, pour certains, vous travaillez le lendemain. Donc, il faut que je sois dans les temps sur ceci. Alors, bon, c'est simplement les 6 piliers de la nature humaine. Je vais essayer de... Voilà. Les 6 capacités attentionnelles qu'il ne faut pas perturber et qui souvent sont perturbées, c'est le cas de le dire. Donc l'organisation et la planification ici, la capacité à se fixer des priorités, à les organiser, à mettre en œuvre un plan pour les atteindre. L'enfant peine à élaborer une stratégie ou à la maintenir dans le temps. En revanche, il s'approprie sans problème une méthode proposée par un tiers. Voilà. Donc ensuite, je continue, je vais lire plutôt sur l'ordinateur. La sélectivité et la flexibilité mentale. C'est la capacité à fixer son attention sur une cible et à la maintenir, ainsi qu'à changer de cible pour s'adapter à de nouveaux objectifs. Voilà, un défaut de focalisation conduit à de nombreux oublis dans la vie quotidienne. Les rendez-vous, le cartable, les vêtements, outils scolaires, consignes, etc. Bon, je ne vais pas plus loin. Donc la réactivité, c'est aussi un des piliers mentaux très importants. Les ressources attentionnelles faiblissent trop rapidement au fil du temps.
provoquant notamment des erreurs ou omissions. Si vous voulez ce document sur Internet, je peux vous le mettre, il n'y a pas de souci. De ces oublis résulte souvent une baisse de la réactivité, une augmentation des temps de réaction, notamment lors d'une tâche proposée durant un cours. Voilà. Ensuite, surveillance et régulation de l'action. Alors, l'inattention est le défaut d'inhibition des enfants atteints de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, expliquerait leur tendance irrépressible à bouger et à se précipiter. De façon très caricaturale, l'enfant court et saute en tous sens et sans retenue, mais la plupart du temps, l'instabilité motrice se manifeste par une multitude de petits mouvements involontaires. Il se tortille sur sa chaise, touche à tous les objets qui l'entourent, entortille et tire ses vêtements, il ne peut rester assis très longtemps, etc. etc. Donc, la régulation émotionnelle. L'enfant peut réagir de façon disproportionnée par manque d'autorégulation de ses sentiments positifs ou négatifs, lesquels peuvent alors s'exprimer de façon excessive. Donc ça peut aboutir à des pathologies comme les troubles borderline. D'ailleurs, c'est très lié, les troubles borderline, par rapport au déficit attentionnel. Borderline, c'est-à-dire qu'on devient très excessif, soit dans, dans la déprime ou alors dans la surexcitation. On remarque une certaine intolérance à la frustration, une réponse éducative ferme et bienveillante est indispensable pour contenir ce défaut de régulation émotionnelle. Ensuite, la mémoire de travail. Alors, est-ce que je les ai tous vus? Parce que là, ils sont dans un autre sens. L'impulsivité. L'enfant a du mal à attendre son tour, il prend la parole sans lever le doigt, répond à une question qui n'est pas encore formulée en entier, coupe la parole ou bien joue à des jeux de société sans attendre son tour. Bon, là, c'est mineur, il peut y avoir pire, mais ça, c'est les questions de l'impulsivité. La mémoire de travail. Ça, c'est très important aussi, un des piliers de la nature humaine. Et la capacité à maintenir une petite quantité d'informations en mémoire immédiate et à les traiter simultanément, le fameux séquentiel qu'on a vu tout à l'heure. Elle dépend beaucoup du niveau d'attention et sous-tend tous les apprentissages, permettant de garder à l'esprit les éléments d'une consigne et de suivre cette dernière en choisissant les connaissances et les procédures appropriées. Donc voilà, est-ce que je les ai tous faits? Oui, il me semble. Donc là, vous avez les 6 piliers d'un bon esprit humain qu'il ne faut pas perturber. Et je vous le mettrai en ligne pour que vous puissiez peut-être le montrer à votre famille ou je sais pas, ou à des personnes que vous connaissez. Alors là, quelques petites études très rapides. Les facultés attentionnelles se développent chez les tout-petits à condition qu'ils ne soient pas hyperstimulés artificiellement par des images rapides. L'enfant doit apprendre à mobiliser lui-même son attention, ce qu'on parlait durant l'ennui tout à l'heure. La télévision, les jeux vidéo, mais aussi les animations des publicités sur Internet empêchent l'attention d'acquérir son autonomie. Donc vous massacrez cet enfant. C'est du massacre psychologique. Alors, attention et perception consciente. Donc ça, c'est aussi important, parce qu'on va comprendre le rôle du cortex frontal avec l'aire visuelle. Lorsque nous observons une scène de la vie quotidienne, ici, voilà, les neurones de l'aire visuelle, ici V1, sont activés. Mais leur activité est éphémère, de sorte que chaque objet vu est en quelque sorte effacé par le suivant. Si nous choisissons toutefois de fixer notre attention sur un élément de la scène, notre cortex frontal amplifie l'activité du groupe de neurones stimulés par cet objet, bon, un groupe de neurones quelque part par là. Ces neurones communiquent alors avec une autre aire cérébrale, le gyrus fusiforme. Là, l'activité des neurones est moins éphémère, ce qui laisse le temps de prendre conscience de l'objet et de l'imprimer dans la mémoire. Voilà. Ensuite, alors, tout ce qui est Bob l'éponge, Razmoquette, qu'est-ce qu'on a d'autre Batman, enfin, tout ce profil-là, hein, Gulli, etc. Faites le tri. Faites le tri. Moi, je sais que j'ai pas de honte à le dire, j'ai des DVD à la maison, je n'autorise pas mon gamin à regarder ce genre de choses parce que c'est basé sur les fractions d'images par seconde, donc très très excitant pour les gamins. Montrez-lui plutôt un beau, je sais pas moi, un beau dessin animé des années 80, c'est très bien. Voilà, peut-être quelques Disney, des choses comme ça. Il y avait des belles choses, et c'est vrai que c'est tout aussi bien que ce qu'on voit aujourd'hui. Et parfois, même dans le scénario, hein, ça n'a ni queue ni tête, hein, c'est lamentable. Lamentable. Donc les Razmoquettes, regardez chaque jour avant 3 ans, augmente de 75% la probabilité de développer un trouble de l'attention avant 8 ans. Juste en mémoire, j'ai quelques chiffres.
sur les adolescents en Amérique regardent les écrans 10h30 par jour. Et sur l'article de journal tel que je vous l'avais lu ici, nous en sommes à 3h46 rien que pour la télévision. Donc vous ajoutez à cela tablette, smartphone. Voilà. Autant que je m'en souvienne, mais je ne suis pas très sûr. Chez Ars Industrialis, je crois qu'on avait travaillé sur les études, je ne sais plus, c'était 7h, 7h30, je crois, quelque chose comme ça en France. Mais il faudrait que je me remette à jour parce que j'en suis pas sûr. Peut-être que je l'ai ici. Je suis pas sûr. Voilà. Donc c'est énorme, c'est énorme. La consommation d'écran est énorme. Donc, qu'est-ce qui est perturbé aussi dans la surinformation? Parce que c'est ça aussi, hein, le but de cette séance, c'était la surinformation. Donc là, je le dis plutôt ici parce que là-bas, je n'y arriverai pas. La dopamine, mais également d'autres neurotransmetteurs seraient impliqués dans le trouble de l'attention. Le contrôle de l'attention repose sur un réseau de neurones reliant le cortex préfrontal que vous voyez là-bas, ici, au striatum, ici, le striatum ventral. Alors, normalement, la dopamine présente dans la synapse est recyclée en flèche rouge, mais reste présente en quantité suffisante dans la synapse. Voilà. Donc c'est la réabsorption de la dopamine, comme on l'avait vu la dernière fois avec la sérotonine, l'inhibiteur de recapture de la sérotonine pour les antidépresseurs, ça permet d'éviter la recapture de la sérotonine par le neurone présynaptique, et donc d'apporter une meilleure diffusion de la sérotonine dans le cerveau et d'apporter un bien-être. Bon, après, ça joue un petit peu sur ça, des effets secondaires sur la libido, des choses comme ça. Bon, c'est pas toujours tout blanc non plus, hein, mais grosso modo, ça fonctionne comme ça. Donc là, c'est vraiment l'activité dopaminergique qui est perturbée. Dans le cas du trouble de l'attention, le recyclage de la dopamine est trop important, de sorte que le neurotransmetteur qui garantit le bon fonctionnement du cortex préfrontal est présent en trop faible quantité dans les synapses, donc il est trop retenu. Voilà, il est trop retenu par l'activité présynaptique, par le neurone présynaptique. Il y a un manque de diffusion. Ou trop récupéré. Alors ensuite, je vais vous faire ce test, c'est rigolo. Le test de Stroop consiste à identifier à haute voix le plus vite possible la couleur des différents mots. Pour y parvenir, le sujet doit surmonter un réflexe qui consiste à lire le mot plutôt que de lire la couleur. Les personnes qui méditent régulièrement réussissent mieux ce test, ce qui montre qu'elles arrivent à mieux inhiber le réflexe de lecture. Leur attention ne se laisse pas détourner de la tâche qu'elle s'impose. Est-ce que vous voulez prendre le temps d'essayer? C'est fait. Moi, je peux vous dire que j'ai ramé. Il faut lire le mot et pas la couleur. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ma mémoire qui fait des coups. Voilà. Il faut garder la couleur. Il faut garder la couleur et pas lire le mot. Oui, c'est pour ça que j'ai ramé. Excusez-moi, j'ai compliqué. Oui, c'est la couleur. Oui, il ne faut pas lire le mot, il faut lire la couleur. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, j'ai fait une petite erreur parce que, évidemment, c'est le soir. Donc, il faut lire la couleur et pas le mot. Lire la couleur et pas le mot.
quand vous avez fini, je passe à autre chose. Est-ce que je peux... Oui, nous l'envoyer. Oui, donc, les 10 conseils pour retenir son attention. Ça me paraît important. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter sur celui-là quand même. C'est ce qui semble être le plus essentiel. Donc, les 10 conseils, ça c'était Christophe André, c'est le nom du psychiatre que je cherchais. Donc c'est le travail de Christophe André. Donc soyez conscient que vous évoluez dans un quotidien rempli de voleurs d'attention et que sans un minimum d'effort et de vigilance, vos capacités attentionnelles en seront amoindries. Donc il faut se tenir émotionnellement en retrait, voilà, essayer de vivre avec, en quelque sorte. Un peu comme quand vous jetez un caillou dans une rivière, l'eau va contourner le caillou, mais ça ne va jamais l'affecter. Donc quelque part c'est un petit peu la même chose, il faut être un petit peu fluide mentalement pour se glisser dans ce monde-là, sans forcément que ça nous affecte. Donc il faut éviter de faire plusieurs choses en même temps. Bon, ça c'est classique. Utilisez les moments d'attente chez un médecin dans une file d'attente pour vous centrer sur votre corps ou votre respiration plutôt que votre téléphone ou le SMS ou n'importe quoi. Régulièrement prenez un repas seul, sans discuter, mais c'est monarque, c'est comment dire, non, c'est monacal. Monacal, c'est monacal, merci. Monarque, c'est pas la même chose. Donc oui, c'est monacal, c'est affreux ce qu'ils disent là, c'est pas possible. Régulièrement prenez un repas seul, sans discuter, sans lire, sans écouter la radio. Bon, je veux bien, peut-être en famille, mais laissez simplement votre attention se poser sur les aliments, leur apparence, leur goût, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. C'est vrai que la question de la saveur, elle joue beaucoup avec le regard. Donc le fait de préparer la cuisine, c'est très bon pour l'attention, en règle générale. Les savoir-faire, les savoir-vivre, vous préparez, je sais pas moi, une bonne soupe ou n'importe quel ragoût, ce que vous voulez, vous en tirez beaucoup plus de bénéfices en termes de saveur que si vous mangez au McDo à toute vitesse ou n'importe comment. À chaque fois que vous notez que votre esprit... J'ai vraiment du mal à dire. À chaque fois que vous notez que votre esprit part dans tous les sens, prenez 30 secondes pour rester assis les yeux fermés. C'est un exercice que je fais souvent faire dans une posture bien particulière, qui permet justement de contrôler son mental. Le temps de centrer votre attention sur 10 mouvements respiratoires. Éviter d'avoir en permanence de la musique dans les oreilles. Ça c'est très important. Autant que possible, organisez vos journées pour que durant 2 ou 3 heures consécutives, vous ne soyez pas exposé aux interruptions numériques. Donc ce que Husserl appelle l'époquée, le philosophe Husserl des années 30, avait repris ça de Saint-Augustin, je crois. Non, des stoïciens. L'époquée, c'est ce qui consiste à se mettre en suspens. Voilà. En suspens par rapport aux stimuli extérieurs pour se remettre profondément en question. Dans les activités requérant une attention soutenue, ne subissez pas, mais choisissez vous-même les moments de vos interruptions. Ne consultez vos mails que toutes les heures, levez-vous et étirez-vous toutes les 30 minutes. Ça, c'est ce que j'essaye de faire. Aujourd'hui, j'avais une conférence à préparer, je savais que j'allais être inondé. Voilà, j'ai complètement coupé et je me suis dit, je verrai ça plus tard. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il faut savoir planifier son temps, bien s'organiser, de manière à ne pas être totalement submergé par le flux informationnel. Donc, prenez le temps de savourer les bons moments de manière animale. Oui, moi j'aurais plutôt dit comme un poète. Face à un beau ciel bleu ou à un chant d'oiseaux, ne passez pas rapidement en vous disant c'est beau, mais arrêtez-vous, observez et savourez sans mot ni pensée. Donc c'est plutôt philosophique ou poétique, je dirais. Pratiquez régulièrement une technique de méditation. Moi j'insiste plus sur le fait de savoir calmer son mental. Parce qu'il arrive parfois que sous le coup de l'excitation, vous ayez des images qui défilent, vous ne pouvez pas vous arrêter, et la plupart du temps, vous ne pouvez pas vous endormir. Ça aussi, c'est un gros problème. Donc il faut savoir bien contrôler son activité mentale. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Voilà. Et ça, c'est le mot de la fin. Celui du discours et celui de la fin. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc voilà. Donc je vous conseille ce livre qui s'appelle Le neuromarketing en action de Patrick Georges et Michel Badoc. Lisez-le. J'ai pas eu le temps de vous lire certains passages, mais c'est absolument éloquent. Vous pouvez le commander en librairie ou ailleurs.
Le marketing en action décrit toutes les procédures pour fidéliser un client à travers l'odorat, à travers la vue, à travers toutes sortes de choses, en entreprise. Très bon livre. Et puis, bon, bah, celui-là, vous le connaissez déjà, c'était le mien. Moi, je m'en suis servi pour les travaux de Zimmermann et Christakis. Donc, si vous le voulez aussi, il est à Luxeuil dans les 2 librairies et à Allure aussi. Mais bon, ça, vous le connaissez déjà. Est-ce que vous voulez que je vous le fasse passer? Je vous le fais passer si vous voulez le voir. Alors, je sais plus la date. Oui, excusez-moi si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît, c'est le cas de le dire. J'ai oublié un petit message important à vous faire passer, un message très important à vous faire passer. Monsieur Eman, qui devait faire la conférence sur l'Amérique, a des responsabilités trop lourdes aujourd'hui, donc il m'a dit en dernière minute qu'il ne pouvait pas faire cette conférence le 17 février. Donc on se revoit début mars, vous regarderez la date sur internet. Il y a la conférence sur les effets de la musique sur le cerveau, on verra Alzheimer, les différents types de musique, toutes ces choses-là. Et puis vous avez le retour du docteur Olivier Coheret qui revient pour sa dernière séance, je crois. Et puis, maintenant j'ai pas internet aussi. C'est le 10 mars. C'est le 10 mars. C'est le 24 mars. C'est vrai qu'à la maison, sinon c'est des gens oui, non, moi j'ai besoin c'est pareil, encore un livre. Bon, après, on s'en dit, on va de son temps. C'est vraiment intéressant. Oui, mais comme je vous l'avais dit au début, vous parlez plus d'analyse que de critique, vous avez quand même fait beaucoup dans la critique. Là, par exemple, vous parlez beaucoup du groupe de lobby, de pression socio-économique, de pression politique, assez peu en fin de compte de l'individu qui peut transmettre. Excusez-moi, ça reste comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est en deux parties. C'est pour ça que tous les paramètres, c'est une question vraie.
mais ne même pas nécessairement gravissime. Même chez des personnes très abondamment influencées, parce que vous ne voyez pas qui. Moi, je vois. Ah non, je ne dis pas toujours. On fait passer dans le diable dans cette manière. Ah mais chacun est différent. J'aurais peut-être dû insister là-dessus, sur le fait que chaque personne est très différent. Certains arrivent à bien filtrer, d'autres moins. C'est un état des lieux aussi. Effectivement, il y a une bonne soirée. Il y a des gameurs, des joueurs qui sont moins sensibles que d'autres, qui arrivent à vivre dans pas loin. Sinon, on se fait des